Bien, merci Cécile, merci de m'avoir invité, merci aux organisatrices et aux organisateurs de cette semaine internationale de la pédagogie. Je ne peux pas cacher un petit sentiment de nostalgie de me retrouver ici après 7 ans passés à l'université Pierre Mendès France, comme elle s'appelait à l'époque. Et donc c'est vraiment avec grand plaisir que je vais vous raconter toute une série d'études que nous avons faites, que nous avons menées dans plusieurs pays pour essayer de comprendre ce que fait la note. Je ne suis pas un pédagogue, je ne suis pas un didacticien, je ne suis pas un docimologue, je ne travaille pas dans les politiques publiques de l'éducation, je suis psychologue social de l'éducation. Et donc, je vais vous raconter surtout ce qui se passe après la note, c'est-à-dire quels sont les effets pour les élèves, les étudiants, les enseignantes et les enseignants du simple fait de mettre une note. C'est des études que j'ai menées avec plusieurs collègues, vous les verrez dans la présentation. Bien, j'aimerais commencer avec la question de départ, avec une petite question qui n'est pas une question polémique, c'est une vraie question. C'est une vraie question qui nous a guidés à travers tous ces travaux. Est-ce que l'évaluation sert à évaluer? Quand on se pose cette question, on doit sortir des habitudes, des pratiques que nous avons de notation pour nous poser la question de savoir ce que nous sommes en train d'essayer d'obtenir lorsque nous utilisons l'évaluation. Alors, commençons avec une réponse de travail, on va dire que oui. Déjà, si on prend le cas des notes, alors je vais me focaliser sur les notes, pas par acharnement ou par lubie, mais tout simplement parce que c'est de loin, la forme d'évaluation la plus utilisée, pas seulement ici, mais dans tous les pays de l'OCDE et finalement dans tous les pays du monde. Ça prend des formes diverses et variées, ça peut être des nombres, ça peut sur des échelles de 1 à 6 en Suisse, de 6 à 1 en Allemagne, de 1 à 10 en Italie, ça peut être des pourcentages, ça peut être des lettres, ça peut être des mots. Ça peut être des mots très bien, excellent, et ainsi de suite, médiocre. Ça se reconvertit très, très facilement en une échelle. Alors, pourquoi les notes ont autant de succès? Pourquoi elles sont aussi répandues et dans des cultures très, très différentes? La première raison, et probablement la raison principale, c'est que les notes permettent d'attribuer une valeur aux productions des élèves. Donc, si prenons cette feuille de classe ancienne, comme ça, on ne vexe personne. On prend l'élève Louis Pichonnat, et puis, avec les notes, on voit immédiatement quelle est sa note en littérature, en composition, en psychologie, en géométrie, et ainsi de suite. Ça se voit immédiatement. Et on arrive à faire le tour de sa performance à l'école en un coup d'œil. C'est ce qui a été appelé par Marshall et Weinstein la visibilité de la performance. La note rend visible la performance de l'élève, de l'étudiant, de façon très très claire et compréhensible de façon immédiate. Bien. Ça, c'est une grande qualité. Grande qualité, surtout quand on a beaucoup d'élèves. Ça permet de gérer beaucoup d'élèves sur beaucoup d'épreuves. Mais les notes ont aussi 2 autres propriétés sur lesquelles
nous avons travaillé et sur lesquels j'aimerais vous entretenir ce matin. La première, c'est que les notes rendent visibles les différences, pas seulement la performance d'un élève, mais la performance différentielle de plusieurs élèves. Et donc, deuxième propriété qui découle de la première, les notes rendent possible la comparaison entre les élèves, le classement et la sélection. Si nous prenons la même feuille de classe, mais nous la lisons cette fois-ci de façon verticale plutôt qu'horizontale, on comprend immédiatement pourquoi les notes sont la plupart du temps utilisées sous forme d'évaluation normative. C'est parce que, justement, elles permettent de faire tout un ensemble de choses. Par exemple, si on reprend notre élève Pichonna, eh bien, ça nous permet de dire qu'il est plutôt bon élève, du tout en haut de la classe, si on regarde la distribution des notes. Bon élève, vous voyez que on passe de l'évaluation du travail de Pichonna à l'évaluation de Pichonna. On passe de la valeur de son travail à la valeur de lui en tant qu'élève. Ça nous permet de savoir, par exemple, qu'il ne va probablement pas redoubler. Ça nous permet de savoir que s'il y a un prix de classe à donner, ce ne sera pas lui. Là, je ne sais rien sur Pichonna, mais déjà, le fait de regarder ces notes, ça me permet de dire tout un ensemble de choses sur sa valeur, alors que je ne le connais pas, et sur son destin, sur son futur, alors que je ne l'ai pas suivi. Bien. Donc, on passe de la valeur de la production de l'élève à la valeur de l'élève, et finalement, je continue dans cette série de valeurs dans la perpétuation de valeurs sociétales. J'ai élaboré ça tout à l'heure, mais j'aimerais vous dire que ce problème est un problème qui a été déjà annoncé il y a très longtemps, dans les années 70. Morton Deutsch a écrit un article tout à fait fulgurant en 79, dans lequel il dit une chose très importante. Il dit que les notes, comme l'argent, ont une valeur externe. Et alors, quelle est cette valeur? Il dit l'une des fonctions principales de la rareté des bonnes notes est de contribuer en la croyance en une idéologie méritocratique compétitive. Alors tout à l'heure, Cécile se souvenait de nos échanges concernant l'attribution du 20 sur 20. C'est une question importante. Est-ce qu'on va donner, si on a vraiment des bons élèves, et surtout si on est vraiment un bon enseignant, on devrait avoir des élèves qui ont toutes et tous 20 sur 20. En principe. Jamais ça. Jamais ça. Les bonnes notes sont une denrée rare, donc une denrée qui a de la valeur. Et cette valeur permet d'attribuer de la valeur à l'élève et de perpétuer des valeurs comme le mérite, qui est non seulement une valeur, mais un principe de justice distributive qui consiste à donner plus à ceux qui ont mérité plus. Donc, mériter plus, ça veut dire qu'ils ont une performance supérieure, qui ont de meilleures notes, qui ont travaillé davantage. Là, on voit le lien entre
la méritocratie et un autre principe important, l'éthique protestante du travail, même si on n'est pas protestant, hein, c'est une vieille affaire qui est présente dans toutes les sociétés industrialisées capitalistes. C'est l'idée qu'il faut travailler dur. Hein. Et alors, vous voyez que ça fait beaucoup de pression sur les épaules des élèves parce que faire un travail et recevoir une note n'est pas seulement faire un travail et recevoir une note, c'est aussi recevoir un jugement sur sa personne et c'est participer à un environnement dans lequel il y a des valeurs qui traversent tout le système éducatif. Et donc c'est pour ça que nous avons travaillé sur la menace de l'évaluation. L'évaluation peut menacer l'élève parce que l'évaluation normative, bien entendu, parce qu'elle peut impliquer de l'infériorité, elle peut impliquer de la sélection et elle peut impliquer de l'exclusion. Et ceci est vrai pour les élèves faibles et puis pour les élèves forts aussi, parce qu'on ne peut pas être fort tout le temps. Il y a toujours cette épée de Damoclès de la baisse de performance. Bien, juste pour vous dire que ce n'est pas une manie de notre groupe de travail que de travailler sur la menace de l'évaluation. Ça, c'est un livre qui est sorti maintenant il y a bien des années, il y a plus de 10 ans. Et j'ai mis la liste des contributeurs et des contributrices. Vous voyez qu'il y a des auteurs qui viennent de plusieurs endroits de la francophonie. Il y a des Français, il y a des Suisses, il y a des Belges, il y a des Canadiens. Et c'est des chercheuses et chercheurs qui travaillent encore aujourd'hui dans ces questions. Bien, alors, le plan de la présentation d'aujourd'hui va être le suivant. Je vais essayer de vous montrer que l'évaluation, si elle est normative, ou si elle est perçue comme étant normative, elle est menaçante, et je vais vous le montrer avec toute une série de conséquences. Hein. Comme je disais tout à l'heure, je vais vous montrer ce qui se passe après la note. Hein. Je ne vais pas discuter comment on met la note, mais je vais discuter ce qui se passe après la note, d'un point de vue psychosocial. Donc, je vais vous montrer une série de conséquences au niveau intra-individuel, ce qui se passe dans la tête des élèves et des étudiantes et des étudiants. Et on va voir qu'elle peut réduire la motivation intrinsèque, elle peut augmenter les buts de performance évitement, on va voir ce que c'est. Ensuite, on verra des conséquences au niveau intragroupe, c'est très important, notamment sur des compétences sociales très importantes comme le partage de l'information et le travail de groupe. On va voir des conséquences au niveau intergroupe. On va voir comment elle peut réduire la performance des élèves des classes sociales défavorisées. Et on va s'intéresser aussi à un niveau structurel, au niveau de la sélection, en étudiant comment les agents du système, c'est-à-dire nous, les enseignantes et les enseignants, peuvent être amenés à réduire artificiellement la performance des élèves des classes défavorisées à cause des propriétés sélectives de sélection de l'évaluation normative. Bien, ça c'est le programme. Commençons par la motivation intrinsèque. Pourquoi la motivation intrinsèque? Parce que la motivation intrinsèque, c'est le Graal. C'est le Graal de toutes les formes de motivation. Alors en psychologie, on se garde bien de parler de motivation de façon générique. On parle de motivation extrinsèque, de motivation intrinsèque, de motivation autonome, de motivation contrôlée, avec toute une série de distinctions avec lesquelles je ne vous embêterai pas ce matin.
Mais la motivation intrinsèque, c'est la motivation qui vient de l'intérêt pour une tâche, pour une discipline, pour un argument. C'est la motivation qui vient du plaisir d'effectuer une tâche, le plaisir de lire, le plaisir de faire du calcul, le plaisir de voir des films, de lire des BD, qui sont un grand élément de la culture, et je le dis à Grenoble. Et donc, la motivation intrinsèque, c'est aussi ce que nous aimerions développer auprès de nos élèves et de nos étudiantes, parce que la motivation intrinsèque a ceci de beau qu'elle rend les élèves autonomes. Ils étudient sans besoin de le leur dire. Pourquoi? Parce qu'ils sont intéressés, parce qu'ils sont passionnés, parce qu'ils ont du plaisir. Hein? Donc c'est ça qu'on aimerait faire. Bien. Or, les travaux réalisés avec Caroline Pulfray et Céline Darnon, vous voyez Caroline Pulfray là dans la photo, montrent que les notes réduisent le sentiment d'autonomie et la motivation intrinsèque. Je vais vous raconter une petite étude que nous avons menée avec, je vous expliquerai après le graphique. Alors, c'était avec des élèves de collège, c'était une expérimentation, on venait au collège, on leur disait, voilà, aujourd'hui on va faire du français, mais de façon un peu différente, on va faire des anagrammes. Bon. Alors, ils font des anagrammes et ils doivent choisir un ensemble d'anagrammes. Il y en a des courts, il y en a des longs. Et soit on leur donne une note, on leur promet une note, soit on leur dit que c'est sans note. Bien. Et ensuite, on utilise deux mesures de motivation intrinsèque. Relativement classique, une mesure autorapportée, on leur demande dans quelle mesure ils ont eu du plaisir à faire la tâche, c'est la même tâche, hein, dans les deux conditions expérimentales. Dans quelle mesure ils ont eu du plaisir, ils ont trouvé la tâche intéressante, et ainsi de suite. Mesure de motivation intrinsèque. Mais comme on se méfie toujours des mesures autorapportées, eh bien on avait aussi une mesure comportementale. C'est ce qu'on appelle traditionnellement la persistance dans la tâche. C'est-à-dire que la motivation intrinsèque se manifeste sous forme de persistance dans la tâche. On continue à faire ce qu'on a commencé à faire ou ce qu'on nous a donné à faire, même une fois que la tâche est terminée. La cloche sonne et puis on continue. Hein? Et puis on leur dit, voilà, la tâche est terminée, mais si vous voulez prendre des anagrammes pour les ramener à la maison, ils sont là, vous les prenez, on ne vous regarde pas. Hein? Et donc on regarde combien d'anagrammes les enfants prennent à la maison. Et donc, si vous voyez, c'était beaucoup plus compliqué que ça, mais je vous fais la version courte. Si vous regardez ici, vous avez d'une part un score agrégé de motivation intrinsèque, donc plus égale plus de motivation intrinsèque, et vous avez les deux conditions expérimentales. Vous avez la moitié de l'échantillon qui n'avait pas de notes et la moitié de l'échantillon qui avait des notes. Et ce qu'on trouve, c'est que lorsqu'il y a des notes, la motivation intrinsèque est réduite. Ensuite, quand on va gratter un petit peu dans les résultats, on voit qu'elle est réduite parce que les élèves, lorsqu'ils reçoivent une note, ils se sentent moins autonomes. Et ça se comprend bien. Ça se comprend bien parce que la note est une récompense externe. Hein, c'est de la motivation extrinsèque, en fait. Pourquoi tu fais la tâche? Pour avoir une note. Hein. C'est le bâton et la carotte. La carotte, c'est la bonne note. Le bâton, c'est la mauvaise note.
Et donc, lorsque les élèves, les étudiants, et nous aussi en tant que travailleurs, on se demande, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je suis en train de faire mes devoirs? Pourquoi je suis en train d'étudier mes leçons? Pourquoi je suis en train de faire le travail que je fais? Pourquoi je donne des conférences? Eh bien, pour avoir la note. Hein? Et donc, évidemment, si on se dit c'est pour avoir la note, on se sent moins autonome. Hein? Et donc, la motivation intrinsèque se réduit. Bien, motivation intrinsèque. Alors, on travaille beaucoup avec les enseignantes et les enseignants, et quand on raconte ce genre de résultats, elles et ils nous disent « Oui, bon, ok, c'est très intéressant, vous êtes bien gentils, mais sans les notes, mes élèves ne seraient pas motivés. » Et donc, ils n'étudieraient pas. Hein? Et alors, toujours avec Caroline Pulfray et Céline Buche, nous avons fait une autre série d'études pour essayer de décortiquer cette phrase. Hein, je l'ai mise entre guillemets, ce n'est pas quelqu'un en particulier qui l'a dite, mais on l'entend extrêmement souvent. Et alors, je disais tout à l'heure, pas motivé, pour nous, les psychologues sociaux, ça ne veut rien dire. Parce qu'il faut toujours se poser la question, quelle motivation? Dans quel but? Qu'est-ce qu'on veut qu'ils fassent? Et donc, motivé à faire quoi? Dans la littérature en psychologie sociale, on fait une distinction qui est assez intéressante. On distingue les buts de performance approche des buts de performance évitement. Alors, c'est quoi les buts de performance approche? But de performance, c'est un but spécifique d'une grande classe d'objectifs, d'accomplissements que peuvent avoir les élèves. Donc, que veulent faire les élèves lorsqu'ils font ce qu'ils font? Buts de performance sont généralement orientés vers la démonstration de la compétence. Et les buts de performance approche, en particulier, sont les buts qui font qu'on veut démontrer qu'on est meilleur que les autres. On veut être premier de classe, on veut être tout en haut du classement, on veut battre Gaston ou Josette parce qu'on est en compétition pour être le chouchou de la maîtresse ou du maître. Et donc, les buts de performance approche sont les buts les plus compétitifs. Mais il y a aussi les buts de performance évitement. Alors, les buts de performance évitement sont les buts qui consistent à essayer de ne pas échouer, de ne pas être mauvais, de ne pas être le tout dernier, de ne pas redoubler, bien entendu, de ne pas se faire gronder quand on rentre à la maison. D'en faire le moins possible tout en surfant sur la vague. Hein? Bien, ce n'est pas ça qu'on veut de nos étudiants et étudiantes ou de nos élèves. Bien. Et donc, on a fait une étude dans laquelle on est allé dans des... Laissez tomber le graphique pour l'instant. Donc, on est allé dans des écoles... Alors, c'était des écoles professionnelles. Ils étaient un peu plus âgés que les élèves de tout à l'heure. Et c'était dans un cours d'anglais langue étrangère. Donc, on leur donne une tâche et puis on leur dit, voilà, vous allez avoir une note ou vous n'allez pas avoir une note. Un peu comme avant. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On mesure, j'ai gardé le graphique de l'article, donc c'est en anglais, mais je parle à un public cultivé. Donc, on a ici la mesure des buts de performance évitement et ici la mesure des buts de performance approche. Plus égale plus de ces buts. Donc, c'était des questionnaires, les élèves s'exprimaient, donc elles mesurent, ils adoptaient ces buts. Ils avaient adopté ces buts dans la tâche qu'ils avaient accomplie. Eh bien, qu'est-ce qu'on observe? Alors, l'autre chose qu'il faut savoir, c'est que
en noir, il y a la condition expérimentale avec note. En blanc, la condition expérimentale sans note. Hein? Donc, moitié de l'échantillon, l'autre moitié de l'échantillon. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que lorsque l'on mesure les buts de performance approches, pas vraiment de différence entre la condition avec note ou sans note. Donc, si on donne des notes pour rendre les gens plus compétitifs, plus ambitieux, ce n'est pas ça qui marche. Par contre, il y a une différence lorsqu'on mesure les buts de performance évitement. Et c'est une différence qui montre que lorsqu'on donne des notes, les élèves expriment davantage de buts de performance évitement que lorsqu'on ne donne pas de notes. Donc, je vous rappelle que les buts de performance évitement, c'est justement ces buts un peu médiocres, ces buts qui consistent à ne pas échouer. Hein. Ce n'est pas vraiment ce qu'on aimerait que nos élèves expriment. Et on a bien raison, parce que toutes les études qui ont été menées là-dessus, notamment une énorme méta-analyse de Murayama et Elliott, montrent que les buts de performance évitement prédisent négativement la performance. Hein. Donc ce n'est pas ça qu'on veut chez nos élèves. Bon, vous allez me dire, d'accord, mais note, pas note, c'est aussi évaluation, pas évaluation. Pas très propre. Effectivement. Et alors, on a fait une autre étude, exactement dans les mêmes conditions, exactement dans la même école, avec 2 autres classes. Et cette fois-ci, on avait 3 conditions expérimentales. À un tiers, on promettait une évaluation normative, la note. À un autre tiers, on promettait une évaluation, mais formative. Évaluation formative sous forme d'une série de commentaires qui visent à identifier les faiblesses qu'on peut combler, montrer comment on peut les combler pour s'améliorer par la suite, hein, dans une optique de progrès. Et puis, les enseignantes et les enseignants nous disent toujours oui, d'accord, l'évaluation formative, on a étudié ça à l'école, on sait que c'est très très bien, on sait que c'est très efficace, mais on doit quand même mettre les notes. Alors, d'habitude, je fais les deux. OK. Alors, on a mis une condition expérimentale dans laquelle on avait les deux, évaluation formative et évaluation normative. Et on mesurait, comme avant, les buts de performance évitement. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit que dans cette étude, lorsque l'on donne une note, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas d'évaluation formative, eh bien, le degré d'expression de la performance évitement, il est plus haut que dans l'évaluation formative. Et ça, c'est un résultat qu'on trouve systématiquement. En fait, dès qu'il y a la note, c'est ça qui capte l'attention. Je vais vous le montrer encore plus tout à l'heure. Et on le sait bien. On rend les copies, on a passé des heures à mettre des commentaires en marge. Ça, c'est une faute de grammaire, c'est à la page 3, il faut aller lire le chapitre sur. Hein? Et les élèves, ils font quoi? Ils regardent leurs notes, ils regardent celle du voisin, t'as eu combien? À la récré, ils font le tour pour essayer de voir. Bon, on connaît bien. Hein? C'est ça qui capte l'attention. Bien. Maintenant, j'aimerais passer au chapitre suivant, donc aux conséquences au niveau intragroupe, et notamment parler un peu du partage de l'information. Le partage de l'information est l'une des compétences les plus importantes, les compétences sociales les plus importantes à l'école, mais aussi au travail, parce que c'est ça qui permet de travailler en groupe et de pouvoir
faire avec un groupe beaucoup plus que ce qu'on peut faire en tant qu'individu. Mais évidemment, il faut partager l'information, il faut dire ce qu'on a. Et c'est un cas très intéressant parce qu'il y a une grosse littérature en psychologie qui montre que les groupes ne partagent pas vraiment l'information. Ils retiennent un peu l'information. Ça paraît absurde. Mais si vous le regardez d'un autre point de vue, c'est moins absurde, c'est que de retenir l'information, la rétention d'information, nous donne l'impression d'avoir un petit avantage. Moi, j'ai un truc que toi, tu n'as pas. Et c'est vrai que dans des environnements compétitifs, eh bien, un petit avantage donne l'impression de pouvoir être meilleur que les autres. Donc, avec Anne-Sophie Hayek, Claudia Thomas, Dominique Oberlé et d'autres collègues dans d'autres études, on a essayé de montrer que l'attente des notes réduit le partage de l'information importante. Alors, cette étude, elle était faite, je vous raconte déjà l'étude. Donc, ça, c'est une étude de laboratoire, faite avec des étudiantes et des étudiants universitaires. On les fait venir au laboratoire, on leur donne une tâche qu'on appelle une tâche de profil caché. On les met autour d'une table, ils sont 3, et on leur dit, voilà, c'est un mystère policier, il y a eu un accident, et on leur raconte l'accident, et puis il y a des personnages, il faut découvrir qui c'est qui est coupable de l'accident. Monsieur X, Madame Y. Et au fait, c'est un problème un peu compliqué. Le vrai coupable, il est caché dans l'information. Mais ce qui est vraiment intéressant dans cette tâche, c'est que c'est un peu ce qui se passe dans la vraie vie lorsqu'on travaille. On a des informations communes, et puis on travaille avec des compétences complémentaires. Chacun a des informations uniques à apporter. Et cette tâche, elle peut être résolue seulement si tout le monde apporte l'information unique qu'ils et elles ont reçue. Bien. Il y avait une condition avec note. Et les groupes étaient visibles. Et puis, il y avait une condition sans note, les groupes étaient visibles. Sans note, non visible. Laissez tomber la visibilité, parce que c'est une autre affaire qui ne nous intéresse pas aujourd'hui. Et aussi parce que les vrais résultats viennent de cette condition-là, la condition avec note. Regardez ce qui se passe ici. Donc, en haut, avec les triangles, vous avez les informations uniques. C'est-à-dire les informations utiles, celles qui doivent être vraiment partagées, celles que les autres n'ont pas. Donc c'est ça qu'il faut partager. En bas, avec les carrés, vous avez les informations communes. Effectivement, elles sont moins partagées que les informations uniques parce que tout le monde les a. Alors les gens les partagent quand même. Mais ce n'est pas très utile. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est ce qui se passe ici. Dans la condition avec note, les gens partagent moins, les membres des groupes partagent moins l'information unique, l'information utile. Ils partagent un peu plus l'information commune, un peu sous une forme d'appât. Je te donne quelque chose, peut-être que, bon, c'est inutile, mais peut-être tu vas me donner quelque chose d'utile. Vous voyez qu'il y a cette réduction en partage d'informations, alors que c'est une tâche coopérative. On leur a dit, vous devez coopérer, sinon vous n'arriverez pas à résoudre la tâche. Bien. L'expérience suivante est une expérience qui a été faite exactement de la même manière. Les étudiants viennent au labo, on les met autour de la table, on leur donne la tâche de profil caché, ils doivent trouver le responsable de l'accident de la route. Et cette fois-ci, il n'est pas question de notes.
lorsqu'il rentre au labo, il y a un flip chart. Et l'expérimentatrice, elle dit « Ah, ils l'ont encore laissé là. Bon, regardez pas ça, c'est l'autre groupe, c'est le groupe d'avant. Ils me font toujours le coup, c'est pas pour vous. » Évidemment, quand vous dites ne regardez pas, les gens font quoi? Ils regardent. Bon, ok. Donc, ils regardent et qu'est-ce qu'ils voient? La moitié des participantes et des participants voient le système de notation avec l'explication. Alors, ça, c'était fait en Suisse. Donc, c'était 6, excellent, 5,5, très bien, et ainsi de suite. Dans la condition neutre, on va dire, il y avait aussi un système hiérarchique, mais c'était les institutions de l'université. Hein? Bon. On ne promet aucune note. Mais dans une condition, on a ce qu'on appelle dans notre jargon un amorçage de la note. On rappelle que la note existe. Mais ce n'est pas pour eux. Hein. On la rend juste saillante dans l'esprit des étudiantes et des étudiants. Et ici, on a un amorçage neutre. Et qu'est-ce qu'on trouve? On trouve exactement la même chose que tout à l'heure, lorsque la différence entre les groupes expérimentaux, c'était qu'on leur donnait vraiment une note ou pas. Ici, vous voyez que dans la condition avec note, on partage moins les informations utiles et davantage les informations inutiles que dans la condition d'amorçage neutre. Alors, pour nous, ça, c'est une expérience très intéressante et très importante. Ce type de résultats ont été répliqués plusieurs fois. Pourquoi? Parce que ça montre que la note est omniprésente. Elle est omniprésente dans l'esprit des élèves, des étudiants, et il suffit de rappeler qu'elle existe, même si on ne la donne pas, pour que ces effets psychosociaux se déploient. Bien. Je regarde l'heure, on a commencé un peu plus tard. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça fait de ne pas partager l'information? Parce que finalement, on peut se dire, OK, les compétences sociales, les soft skills, bon. Hein? Alors, allons voir ce qui se passe. Alors, avec Claudia Thomas, on a fait toute une série d'études dans lesquelles on regarde toujours au niveau intragroupe, quels sont les effets d'une évaluation par note, une évaluation compétitive, sur la performance. Et alors, dans cette étude, exactement avec le même matériel dont je vous ai parlé tout à l'heure, le profil caché, on disait aux gens qu'ils devaient coopérer. En fait, ce qui est vraiment intéressant dans cette tâche, c'est qu'on leur dit « vous devez coopérer, vous devez vous échanger les informations, vous devez communiquer. Hein » Et ils ne le font pas toujours. Et alors, on a fait une variation expérimentale minuscule. Dans la condition coopération, on va dire, pure, on leur dit, vous devez coopérer, vous devez travailler ensemble, et dès que vous avez trouvé la bonne réponse, vous sortez du labo, vous venez m'appeler. Dans la condition coopération entachée d'évaluation différentielle, donc compétitive, on leur dit la même chose, vous devez coopérer, vous devez vous échanger les informations, vous devez trouver, vous, en tant que groupe, vous devez trouver la solution, et le premier qui la trouve sort et vient m'appeler. Vous voyez que la distinction, elle est minuscule.
Mais c'est une distinction qu'on connaît bien, hein, qu'on connaît bien par exemple en milieu professionnel. On fait des équipes de travail, on fait travailler les employés ensemble. À la fin de l'année, il y a un seul bonus, 1, pas 3 ou 5. Donc c'est un peu la reproduction expérimentale de ça. Et alors, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve quelque chose de similaire à ce qu'on a trouvé dans les expériences que je vous ai montrées avant. Dans la condition de coopération, on trouve ce qu'on devrait trouver, c'est-à-dire qu'on partage davantage les informations utiles que les informations inutiles. C'est logique. Et dans la condition de compétition, ce n'est pas ça qui se passe. On réduit le nombre, la proportion d'informations uniques, donc d'informations utiles qui sont partagées. On fait de la rétention d'informations. Et quelle est la conséquence? Eh bien, la conséquence, c'est que dans la condition de coopération tâchée de compétition, on réduit la qualité de la prise de décision. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas quel est le vrai coupable du mystère policier. Et on ne le trouve pas parce qu'on ne peut pas utiliser l'information qui vient des autres pour remettre en discussion les solutions suboptimales qu'on peut formuler quand on réfléchit tout seul dans son coin. Bien. C'est une expérience qui montre que la question de l'effet des notes sur le partage des informations n'est pas juste une question de soft skills, c'est qu'il y a un impact sur la performance. Si on met les élèves ensemble pour faire un travail de groupe, eh bien ce groupe aura des moins bons résultats si il ne partage pas les informations. Finalement, cette rétention de l'information, c'est un comportement antisocial. Je garde l'information pour moi, je ne la donne pas aux autres, en espérant en avoir un avantage. En fait, c'est aussi un comportement un peu bête, parce qu'on y perd soi-même. Si on fait partie du groupe, eh bien le groupe, il est lésé par ce comportement. Et alors, j'aimerais maintenant vous parler d'un autre comportement antisocial que nous connaissons très bien à l'école dans tous ses degrés, y compris l'université, et ensuite aussi dans le travail, c'est la tricherie. La tricherie est un phénomène omniprésent, mondialement. Il y a une étude européenne qui a montré que entre 80 et 90% des étudiantes et des étudiants admettent avoir triché au moins une fois, et l'admettent. Donc imaginez quelle est la vraie proportion. Parce que, évidemment, c'est un comportement antinormatif. Bien. Et alors, toujours avec Caroline Pulfray, nous avons beaucoup travaillé sur la question de la tricherie. Et nous avons essayé d'associer plusieurs variables liées à la sélection scolaire, l'évaluation normative, mais aussi au niveau des valeurs qui sont promues à l'école. On a essayé de voir quel est le lien avec la tricherie. Alors, dans cette étude, on faisait deux choses. D'abord, on mesurait, on faisait passer aux participantes et aux participants une échelle de valeurs auxquelles ils adhèrent. Et il y en a un qui nous intéressait
tout particulièrement, c'est la valeur de promotion de soi. Alors, dans la nomenclature d'un chercheur qui s'appelle Shalom Schwartz, la valeur de promotion de soi, c'est d'adhérer à des valeurs comme l'accomplissement, le pouvoir, la richesse, la réussite. Hein? C'est des choses qu'on promeut dans la société en général, mais à l'école aussi. Et évidemment, c'est des valeurs individualistes. Si on recherche le pouvoir, l'accomplissement et la réussite, ça se fait toujours au détriment de quelqu'un d'autre. Hein? Donc, c'est des valeurs compétitives. Et puis, on donnait aux participantes et aux participants un petit jeu à faire. Un jeu que nous avons toutes et tous pratiqué, c'est de faire un dessin sans jamais lever le stylo de la feuille. C'est rigolo, c'est sympa à faire. Donc on leur donnait plusieurs dessins à faire, on ne les regardait pas, on ne savait pas s'ils soulevaient le stylo ou pas. Et puis après on ramassait les feuilles et on comptait le nombre de figures réussies, sauf que nous savions quelles étaient les figures qu'on peut réaliser sans soulever le stylo et celles qui sont impossibles. Hein, il y a une petite règle mathématique. Il y en a qui sont impossibles. Donc on comptait le nombre de figures impossibles qu'il, elle, avait réussi. C'est ce que vous avez ici. Et donc, cette relation que vous voyez dans ce graphique, elle montre une chose très très simple, c'est que plus on adhère à des valeurs de promotion de soi, plus on triche. C'est des résultats qui me paraissent importants aussi parce que, au-delà de la note, à l'école, nous avons toutes et tous, en tant qu'enseignantes, qu'enseignants, un objectif qui est noble, c'est de promouvoir l'apprentissage. L'apprentissage, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on retient quelque chose de ce qu'on a étudié. Ça veut dire qu'il y a un différentiel de compétences entre avant notre intervention et après. Enfin, on espère. Hein? Et la tricherie, c'est l'anti-apprentissage. Avec la tricherie, on peut réussir, avoir des bonnes notes sans apprendre. On peut avoir des très bonnes notes. Si on ne se fait pas attraper, mais nous nous illusionnons beaucoup lorsque nous mettons en place nos dispositifs anti-triche. Voilà. Bien, j'en viens à l'avant-dernière partie de cet exposé. Notes et classes sociales. C'est des études que nous avons faites avec tout un ensemble de collègues, dont Annick Smeding, que vous voyez dans cette photo de l'époque. Vous la connaissez peut-être, elle est à Chambéry. Et dans cette étude, on essayait de montrer qu'une évaluation sélective, une évaluation normative, réduit la performance des étudiantes et des étudiants de classes sociales défavorisées. Et alors, c'était une étude relativement simple, c'était dans un séminaire. On faisait le séminaire, on faisait passer une évaluation et on leur disait, voilà, c'est une évaluation avec note. C'était toujours une évaluation avec note. Mais la note, ici, elle servait à indiquer qui passait et qui ne passait pas. Donc, évaluation basée sur la sélection. Ou évaluation basée sur la maîtrise. La note, elle sert pour savoir ce qu'il faut encore faire pour arriver à atteindre les objectifs du cours. Parce que c'est vrai, jusqu'à maintenant, j'ai parlé de la note comme instrument d'évaluation normative, mais on peut l'utiliser comme instrument d'évaluation critériée. Hein? La note indique soit le chemin parcouru, soit le chemin à parcourir
à l'intérieur du parcours d'un élève. Il n'y a aucune raison qu'elle soit utilisée uniquement de façon normative. Et puis, on connaissait le statut socio-économique des étudiants qui ont participé à cette étude. C'était à Clermont-Ferrand. En blanc, les étudiants de classe sociale défavorisée, selon les critères de l'INSEE, et en foncé, les élèves de classe sociale favorisée. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que lorsque l'évaluation est présentée comme un instrument de sélection, eh bien, il y a un décalage important avec les étudiants de classe sociale défavorisée qui réussissent moins bien que les élèves de classe sociale les étudiants de classe sociale favorisée. Et alors, ça, c'est un différentiel qu'on trouve souvent dans toutes les études internationales. Si vous prenez PISA, il y a toujours ce gap, comme on l'appelle, entre les élèves de classe sociale favorisée et défavorisée, dans tous les pays de l'OCDE, même en Finlande, hein, où les résultats scolaires sont exceptionnels. On trouve toujours ce gap. Et on le trouve, alors ça c'est des étudiants universitaires, donc ils ont passé déjà toutes les étapes de la sélection, mais voilà, il suffit de dire sélection et ils réussissent moins bien, alors que si on leur dit c'est pour apprendre, il n'y a plus ce gap. Je vous ai mis la barre rouge parce que c'est une échelle transformée. Donc les points ne veulent rien dire. Donc j'ai mis la barre rouge qui est la barre qui sépare l'échec de la réussite. Et donc vous voyez bien qu'on peut avoir des différences assez importantes lorsque l'on évoque la sélection. Les élèves de classe sociale défavorisée sous-performent non seulement par rapport aux élèves de classe sociale favorisée, mais surtout par rapport à eux-mêmes s'ils n'avaient pas eu ce poids de plus sur les épaules. Et alors, on peut se dire, bon, ok, effectivement, ce n'est pas parce que les pauvres sont moins intelligents que les riches. Bien. Parce que, non, je dis ça de façon brutale parce que c'est un discours qu'on entend encore très souvent, qu'on écrit encore souvent. Et donc là, on voit bien que ce n'est pas une question d'intelligence, c'est une question de contexte. Jean-Marc Monteil l'avait déjà montré dans les années 80. Mais on peut dire, oui, alors, ils ne sont pas moins intelligents, mais ils sont plus faibles. Ils sont plus faibles parce qu'ils ne résistent pas à la pression évaluative. Hein? Bien. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir dans quelle mesure, ce n'est pas très satisfaisant comme explication, hein? Vous êtes d'accord? Alors, ce qu'on a essayé de faire avec Frédéric Cotin et Anatolia Batruch, on a essayé d'aller voir dans quelle mesure nous sommes responsables, nous, les enseignantes et les enseignants. Alors évidemment, en sociologie de l'éducation, c'est quelque chose qu'on connaît très bien, c'est la reproduction sociale. Hein. Bourdieu-Passeron ont argumenté pendant des années, à partir des années 60, que l'école reproduit les inégalités sociales. Et ce que nous avons fait ici, c'est un test expérimental de cette idée. Alors, donc il y a toute une série d'études. On disait, voilà, vous allez évaluer une dictée facile. Ils recevaient une dictée, il y avait un certain nombre d'erreurs. Nous savions quel était le nombre d'erreurs parce que la dictée, c'est nous qui l'avions composée. Hein? C'était la même dictée pour tout le monde. Et on disait, voilà, ce n'est pas votre élève, on vous donne la fiche de l'élève. Excusez-moi.
fiche de l'élève, assez classique, nom, prénom, l'adresse et la profession du père et de la mère. La moitié des participantes et des participants recevaient profession ouvrier du bâtiment, employé de restauration, non, des travaux manuels, et l'autre moitié recevait architecte responsable de marketing. D'accord? On joue sur les stéréotypes. Et on leur disait, voilà, il faut trouver les notes, les fautes, vous les entourez, et puis plus tard, à la moitié des participantes, on disait, vous allez donner une note. À l'autre moitié, on disait, vous allez faire une évaluation formative, vous allez donner des commentaires formatifs. Mais la première tâche, trouver les notes, était la même. Pardon, pas les notes, les fautes. Et donc, c'est ça qu'on a mesuré. Le nombre de fautes trouvées dans la dictée. Je vous rappelle que le nombre de fautes dans la dictée était constant parce que c'était la même dictée pour tout le monde et nous savions combien il y en avait pour de vrai. Alors, si vous regardez les résultats, on voit que dans la condition avec note, on trouve davantage d'erreurs dans la dictée de l'enfant de classe sociale défavorisée que dans la dictée de l'enfant de classe sociale favorisée. Mais il n'y en a pas plus, il n'y en a pas moins, il y a le même nombre. Mais on en trouve plus. Alors que cette différence ne se produit pas lorsque notre travail en tant qu'enseignante et enseignant, c'est de donner des commentaires formatifs. Mais si on doit donner des notes, donc une évaluation normative, eh bien on recrée artificiellement les inégalités qui existent par ailleurs dans la société. Artificiellement. Juste pour insister sur le fait que la note est utilisée la plupart du temps comme un instrument de sélection, mais il n'y a pas besoin que ce soit le cas. Dans cette expérience, on a dit à nos participantes et à nos participants qu'ils allaient faire une évaluation pour sélectionner, donc pour des questions de promotion, ou pour former, pour apprendre des stratégies pour s'améliorer. Et ils utilisaient soit des notes, soit des commentaires. Hein? Mais on leur disait quel était le but. Et alors à ce moment-là, que ce soit note ou commentaire, n'est plus intéressant. Ce qui tire vraiment les résultats, c'est le fait que le but soit la sélection ou l'éducation. Quand c'est la sélection, on trouve le même résultat que tout à l'heure, plus de fautes trouvées dans la dictée de l'enfant de classe sociale défavorisée que dans la dictée de l'enfant de classe sociale favorisée. Différence qu'on ne trouve pas lorsque le but de l'évaluation s'est formé. On a aussi une série d'études sur les filières. Alors, ça, c'est des études qui ont été faites en Suisse, où il y a ce qu'on appelle la sélection précoce, c'est-à-dire qu'on met les enfants dans des filières plus longues, plus courtes, déjà à partir de 11-12 ans. Comme en Allemagne, comme aux Pays-Bas. En fait, la sélection en filière se fait de façon très très différente selon les pays, mais se fait toujours
Il y a des endroits où la ségrégation est plus importante, c'est carrément dans des écoles différentes. D'autres endroits, c'est dans des classes différentes, sur des étages différents. À d'autres endroits, c'est dans la même classe, mais avec des groupes de niveaux. Il y a toutes les possibilités en termes de filières, mais en Suisse, c'est dans des filières différentes. Et alors, blablabla, ça je passe rapidement. Ce qui est intéressant, c'est ça. Alors, on disait, voilà, vous êtes l'enseignante ou l'enseignant de cet élève qui arrive en fin de 6e année de primaire. En Suisse, c'est là où il y a la sélection, où il faut décider où on va. Et puis on décide sur la base de quoi? Sur la base des notes. Et là, on a un cas un peu borderline, un peu limite. Il n'a juste pas les points pour passer dans la filière la plus haute, qu'on appelle filière pré-gymnasiale. Gymnase, c'est le lycée. Et donc, il devrait aller en filière générale, mais bon, généralement, conseil de classe, on décide. Okay. Conseil de classe, qu'est-ce que vous décidez? Dans quelle mesure cet élève devrait aller dans la filière la plus élevée, donc c'est la filière qui amène au lycée et ensuite à l'université, ou dans la filière la moins élevée, ce qui amène ensuite à l'apprentissage ou à la formation professionnelle. Et même chose que tout à l'heure, ce n'est pas votre élève, on vous donne la fiche, il y a la profession des parents. Alors là, les étiquettes ne sont pas sorties, mais ça, c'est les étudiants, les élèves de classe sociale défavorisée, classe sociale favorisée. Ici, c'est dans quelle mesure ils devraient aller dans la filière la plus élevée, plus l'élève de classe sociale favorisée que l'élève de classe sociale défavorisée. Dans quelle mesure ils devraient aller dans la filière la moins élevée, plus l'élève de classe sociale défavorisée que l'élève de classe sociale favorisée. Et c'est un effet qu'on a trouvé de façon consistante. On a essayé de voir si, avec des enseignantes en formation, avec des enseignantes en service, on a essayé de regarder si c'était les années d'expérience en tant qu'enseignante ou enseignant qui faisaient une différence. Pas de différence. Si c'était la classe sociale des participants, pas de différence. Au fait, ce qui a fait vraiment une différence, c'est la fonction de l'école qu'on a manipulée dans cette expérience-là. On leur a dit la fonction parce que l'école, bien sûr, c'est un lieu de formation, c'est aussi un lieu de formation, de sélection. Il y a les deux fonctions à l'école. La fonction de sélection, la fonction de formation. La fonction de formation, c'est celle qu'on met toujours en avant. C'est la plus évidente, la plus prototypique. Mais à l'école, on sélectionne. Hein? On donne des diplômes, on fait passer l'année, on fait redoubler, on oriente, on fait de l'orientation. Et donc, à la moitié des participantes et des participants, on disait, on mettait en avant la fonction de sélection, orientée en fonction des compétences, et donc les bons élèves continuent, les autres vont dans une autre filière. Et à l'autre moitié, on mettait en exergue la fonction de formation, donc donner des opportunités pour progresser. Et qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que ce gap qu'on a observé tout à l'heure, c'est surtout lorsque on rappelle la fonction de sélection. Quand on rappelle la fonction de formation, le gap, il est réduit. Bien. Ça fait beaucoup de choses. On va essayer de récapituler un tout petit peu.
le système scolaire et le système académique est basé sur la conviction méritocratique que lorsqu'on promeut l'excellence, lorsqu'on promeut le mérite, lorsqu'on valorise la réussite différentielle des uns vers les autres, en fait, on améliore la performance. Mais en fait, les usagers des systèmes éducatifs, que ce soit l'école ou d'autres systèmes de formation, ils ne sont pas bêtes, ils sont clairvoyants. Ils voient que les notes sont un système de distribution de ressources limitées. C'est ce que disait Morton Deutsch dans la citation que je vous ai montrée au tout début. Et donc, un système de distribution de ressources limitées, c'est un système de sélection qui crée une menace. Une menace parce que dans un système de sélection, on peut toujours se retrouver dans ceux qui ne sont pas sélectionnés, ou qui sont sélectionnés pour des filières ou pour des futurs qui sont moins réjouissants, moins convoités. C'est quelque chose sur laquelle, avec ma collègue Céline Darnon et mon collègue Benoît Dompnier, nous avons beaucoup travaillé pendant ces années. Et donc, ce que montrent les travaux que je vous ai énumérés aujourd'hui, c'est que la culture des notes et aussi la promotion de valeurs de promotion de soi produisent cette menace. Elles produisent une menace dont les effets sont ceux, mais ne sont pas limités à ceux que je vous ai montrés aujourd'hui. Donc une réduction de la motivation intrinsèque, une augmentation des buts de performance évitement, que nous aimerions éviter, une augmentation des comportements antisociaux, la rétention d'informations, la tricherie, une réduction de la performance effective, une participation du système à la création d'inégalités sociales. Et alors, en fait, c'est un peu comme si notre rôle... Pourquoi ? C'est un peu comme si notre rôle en tant qu'enseignante et enseignant changeait en fonction de l'assaillance de la fonction de l'école qui existe dans un lieu donné. Alors, si vous regardez dans ce graphique, laissez tomber la partie d'en bas, c'est juste la partie d'en haut qui m'intéresse. Ici, vous avez les deux fonctions de l'école, fonction de sélection, fonction de formation, mais évidemment, les deux coexistent. C'est jamais, il y a des écoles qui sont comme ça et des autres qui sont comme ci. Elles coexistent dans des proportions différentes. C'est pour ça qu'on a représenté ça avec un triangle. Donc, il peut y en avoir beaucoup, moyennement ou peu. De la fonction de sélection pour la fonction de formation. La même chose, il peut y en avoir peu, moyennement, beaucoup, moyennement ou peu. Et en fait, ce qui est important, et je pense que c'est très important pour la formation des enseignantes et des enseignants, c'est de comprendre que notre rôle, que notre métier change en fonction du mix de sélection et de formation qu'il y a dans l'environnement dans lequel nous sommes. Si on est dans un environnement où il y a une fonction de sélection qui est très saillante et une fonction de formation qui est moins saillante,
eh bien, on a un peu un rôle de filtre. Hein, on va décider qui c'est qui passe pas, qui c'est qui a des bonnes notes, qui c'est qui a des mauvaises notes. Alors que si on est dans un environnement où la fonction de formation est prépondérante et la fonction de sélection moins saillante, eh bien, on peut avoir un vrai rôle de mentor. De mentor, c'est-à-dire de quelqu'un qui accompagne les élèves dans leurs apprentissages, dans l'amélioration de leurs compétences. Je pense que c'est très important parce qu'il y a une littérature immense sur les biais des enseignantes et des enseignants. On fait des études expérimentales dans lesquelles on voit que les enseignantes et les enseignants donnent des meilleures notes aux élèves de classe sociale favorisée qu'aux élèves de classe sociale défavorisée, aux élèves autochtones qu'aux élèves immigrés, aux élèves à la peau blanche qu'aux élèves à la peau noire, aux élèves qui ont une histoire scolaire de réussite qu'aux élèves qui ont une histoire scolaire d'échec. Tout ça, c'est documenté. Il y a une méta-analyse là-dessus. Et donc, on se dit, mais c'est des salauds, ces enseignants. C'est pas possible. Mais en fait, c'est pas ça. C'est pas ça. Lorsque nous sommes enseignants, nous sommes dans un système. Et ce système a des fonctions qui sont plus ou moins saillantes, donc des injonctions qui ont un impact sur notre métier. Et comme nous sommes les agents de ce système, eh bien, nous nous adaptons aux valeurs, aux normes et à la culture qui se trouvent autour de nous. Je pense que c'est très important à savoir et à enseigner, d'une part pour déculpabiliser un peu les collègues, et pas trop, hein, nous avons nos responsabilités aussi, mais aussi pour comprendre que la façon dont nous utilisons l'évaluation n'est pas seulement une question technique, c'est aussi une question de la reproduction de l'environnement dans lequel nous sommes insérés. Et alors, évidemment, pour les problèmes dont je vous ai parlé sont des problèmes qui sont relativement bien connus. Des solutions existent aussi. J'ai parlé surtout d'une de ces solutions, c'est d'utiliser davantage l'évaluation formative. Vous avez vu que lorsqu'on utilise l'évaluation formative, on diminue la menace. Mais c'est très clair pourquoi on diminue la menace. Parce que lorsqu'on fait l'évaluation formative, on est en train de dire à nos élèves, à nos étudiants, mon objectif, c'est que tu t'améliores. Mon objectif n'est pas de me laver les mains une fois que j'ai constaté que tu n'as pas étudié, je te mets 6 sur 20, et tant pis pour toi. Donc, lorsqu'on fait de l'évaluation formative, on est dans une démarche de mentor, hein, comme je le disais tout à l'heure. Et puis, il y a une autre solution dont je n'ai pas parlé, mais pour ça, il faut aller écouter Céline Buche, qui était entre ces murs il y a un certain nombre d'années, qui a beaucoup travaillé sur l'apprentissage coopératif et qui vous racontera que l'apprentissage coopératif consiste à donner une dignité à tous les élèves parce que lorsque on travaille en groupe, chacun est indispensable et si chacun est indispensable, chacun a une dignité. Même le cancre de la classe, dans un exercice d'apprentissage coopératif, a un rôle, a une dignité, a un statut. Et ça permet de compenser cette menace. Mais c'est très important, donc je termine sur une note positive, parce que c'est des instruments qui existent, pour l'apprentissage coopératif, il y a
des dizaines de manuels, c'est enseigné depuis des années. Mais il faut bien se rendre compte que la culture de la compétition peut réduire leur efficacité et peut dissuader les enseignantes et les enseignants de les utiliser. Je termine avec une anecdote. Il y a quelques années, nous avions fait venir David et Roger Johnson, les papes de l'apprentissage coopératif, et qui avaient fait un cours de formation. Et après, le soir, un peu en off, on leur avait demandé, mais ça marche, les enseignantes, les enseignants sont contents, ils le font. Parce que Johnson & Johnson, ce n'est pas seulement ceux qui ont popularisé et fait du travail en profondeur sur l'apprentissage coopératif, ils font aussi de la formation chez eux au Minnesota. Et alors ils nous disent oui et non. Oui et non. En fait, ce qui se passe, c'est que les enseignants, surtout les jeunes enseignants, ils viennent, ils sont enthousiastes, ils apprennent, ils retournent dans leur école, ils changent complètement leur système d'enseignement, ils font l'apprentissage coopératif. Et puis, ils sont confrontés aux collègues qui rigolent, aux parents qui protestent, aux élèves qui sont perplexes, aux chefs d'établissement qui les appellent et qui les convoquent. Et au bout de 2-3 ans, ils arrêtent. Et donc, ils ont dit, et ça, peut-être c'est ça le message avec lequel j'aimerais vous laisser, ils ont dit maintenant, on ne fait plus des formations individuelles, on fait des formations par district. Un peu comme si en France, on faisait des formations par académie. Hein, pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde et pour qu'on puisse changer la culture, pas seulement les pratiques. Parce que, comme vous l'avez vu dans les expériences que je vous ai montrées, c'est la culture qui a une influence sur les pratiques des enseignantes et des enseignants, qui ensuite, pratiques d'évaluation, qui ensuite a un impact sur tout un ensemble de variables psychosociales chez les élèves. Je vous remercie énormément de votre attention et je me réjouis des questions.